Quand on se demande qui est le plus grand rappeur de tous les temps, deux noms ressortent souvent, Tupac Shakur et Notorious Big. Ils ont très vite été érigés au rang de légende de la musique, notamment dû à leur mort prématurée, mais avant ça, ils ont été amis, puis ennemis. Leur embrouille a été tellement énorme qu'elle a fracturé les États-Unis et elle divise même les fans encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Bien que l'histoire soit connue, revenir sur l'un, si ce n'est le clash le plus important de l'histoire du rap, me paraît être une bonne idée. Parce que bien qu'on sache comment ça s'est fini, je suis persuadé que beaucoup ignorent comment tout ça a commencé. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stop when I fall the plot. Pour bien comprendre d'où vient cette haine entre Tupac et Biggie, il faut d'abord remonter à leur rencontre, en 1992. À ce moment-là, Tupac a déjà sorti son premier album. Et il commence à se faire connaître dans tous les États-Unis. En plus de son incroyable talent de rappeur, le Californien s'essaye notamment à l'acting et crève l'écran dans le film Juice. Et notre petit Tupac Shakur a bien kiffé l'expérience. Si bien qu'après son premier film, il va bosser avec John Singleton sur le film Poetic Justice. John Singleton, pour la parenthèse, c'est le réalisateur du classique Boys in the Hood ou encore de la série Snowfall plus récemment. Et c'est sur ce tournage que tout commence. Tupac il est là, entre les prises, il écoute beaucoup de musique. Une musique qui s'appelle Party and Bullshit. Nigga, I toast you. Put fear in your heart. Fuck up the party before it even starts. Is he drunk off a Henny and skunk or some brand Nubian shit beating down punk? Et il se trouve que c'est un morceau d'un certain Biggie Small. Biggie, il est encore au tout début de sa carrière. Il a fait quelques remixes, quelques featuring, il a même pas sorti d'album et c'est son premier morceau en solo d'ailleurs. Et Tupac, il aime trop le rap, c'est un vrai digger, et il est tombé sur ce morceau et il ne fait que l'écouter. Mais genre, il est en boucle. Il est keblo sur ce morceau, il est keblo sur le flow du gars, il est en mode mais c'est qui ce mec? Qu'on me ramène ce mec qui rappe comme ça? Plus sérieusement, il a kiffé sur le morceau et tout, il a envie de se renseigner sur qui est ce gars, et il a envie de le rencontrer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va l'inviter à se rencontrer. Biggie va alors débarquer sur le plateau de tournage du film, où ils vont se rencontrer et faire connaissance. Tupac l'invite alors à fumer des joints et à zoner chez lui à Los Angeles. C'est le programme. Nos deux futurs ennemis deviennent alors très proches, et à partir de ce moment-là, ils vont se rendre régulièrement visite dans la ville de l'autre. Un peu de weed, un peu de rap, et pouf! Une amitié est née. Si c'est pas beau ça. Quelques mois plus tard, ils vont même se retrouver à partager la scène du Madison Square Garden le 24 octobre 93 pour un freestyle qui marquera fortement les esprits. Et du coup voilà, le temps passe, ils font leur petit bonhomme de chemin chacun, et ils se rapprochent quoi. Ils deviennent super potes, ils se voient régulièrement, ils kiffent ensemble, ils deviennent BFF. Disons-le, c'est une bromance sympa jusque-là. Chacun de leur côté, ils ont leur carrière en parallèle qui va pour le mieux. Tupac a sorti 2 albums, la West Coast domine vraiment les charts, mais Biggie vient de sortir Ready to Die, et il casse tout sur son passage. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Alors ok, il y a de la bonne concurrence, il y a une rivalité évidente de par leur succès parallèle, etc. Mais aucune animosité, ils sont entre frères, ils se donnent de la force, et ils se disent t'es fort, toi aussi t'es fort, on est forts tous les deux, viens on fume de la weed et on rigole, vive le rap. On en est là pour l'instant. Et donc malgré les comparaisons, etc., ils vont rester amis. Au moins jusqu'au 30 novembre 1994. Ce jour-là, la Junior Mafia, le groupe de Biggie, est en train d'enregistrer au mythique Quad Studio, en plein Manhattan, à l'angle de la 48e rue et de la 7e avenue. On y retrouve donc Notorious Big, accompagné de son célèbre manager Puff Daddy, ainsi que ses collègues rappeurs, Lil Cease et Lil Kim. Biggie vient de sortir son premier album Ready to Die, un véritable tsunami, et v'là-t-il pas que Tupac se rend au même studio, accompagné de son manager Freddie Moore et de son pote rappeur Stretch. Bon, je vous donne des noms, etc., mais vous inquiétez pas, c'est juste pour vous aider à comprendre. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Une fois arrivé sur place, le Californien se fait alpaguer par Lil Cease, membre de la Junior Mafia, si vous avez suivi, et depuis la fenêtre du 8e étage, il lui indique que Biggie est là. Et donc du coup, il lui fait signe de les rejoindre, tout excité. Tupac et son équipe et tout, ils le voient, ils sont là en mode charmé, ils rentrent dans le bâtiment, dans le hall, ils se dirigent vers l'ascenseur, et là tout d'un coup, ils vont se faire braquer par 3 types, cagoulés.
2 d'entre eux sortent leurs pistolets et les pointent directement vers Tupac. Les potes de Tupac cèdent tout de suite à la pression et donnent tout ce qu'ils ont. Mais Tupac, fidèle à son tempérament, lui se met à leur gueuler dessus et à les insulter. Alors, je vous le dis, prenez-le comme un conseil, c'est pas la meilleure chose à faire. Les gars sont armés, machin, mais Tupac il a pas cette gamberge-là, et lui-même va commencer à vouloir sortir un pistolet. Et ce qui devait arriver arriva, une bagarre éclate alors dans le hall du studio, et Tupac se prend 5 balles dans le corps. Et tout ça là, seulement quelques secondes avant de rejoindre son BFF Biggie, Christopher Wallace. Stretch va donc le tirer jusqu'à l'ascenseur pour le mettre en sécurité. L'ascenseur monte jusqu'au 8e étage, et une fois que les portes s'ouvrent, Tupac aperçoit P. Diddy et toute l'équipe de Bad Boy Records le regarder sans bouger. Bon, c'est clairement glauque, t'es dans un ascenseur, tu t'es pris 5 balles, t'arrives en haut et tout le monde te regarde sans bouger. Un peu traumatisant, ça peut briser des amitiés. Une ambulance finira par arriver et Tupac sera transporté immédiatement à l'hôpital, moment capturé d'ailleurs par cette photo, qui aujourd'hui est devenue mythique. Fidèle à lui-même. La carrière de Tupac aurait pu s'arrêter là, à New York, la ville où il est né, aux côtés de son ami Notorious Big, mais l'histoire ne fait que commencer. En réalité, ce braquage qui a dégénéré marque le début de l'embrouille entre Tupac et Biggie. Ce jour-là, Tupac n'est pas mort. Il est emmené au Bellevue Hospital Center, à Manhattan, où il se fera directement opérer avant de quitter les lieux le soir même de la fusillade. Attendez, rendez-vous compte 5 minutes. Le mec, il vient de se faire braquer, il s'est pris 4-5 balles, 2 qui s'effleurent le crâne, 1 dans la cuisse, un je sais pas quoi. Il se fait opérer sur place. Il repart le soir même. Il est même pas resté 24 heures à l'hosto. Même le médecin qui l'a opéré a dit qu'en 25 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. C'est un malade mental. Pour la faire courte sur cette histoire, l'article du New York Times de l'époque raconte que la police est restée sur l'hypothèse du simple vol sans trop creuser qui étaient les gars qui lui ont tiré dessus parce qu'ils ont déclaré comme 40 000 $ de bijoux volés. Ce qui apparemment suffit à justifier l'acte. Je sais pas, il y a eu une rixe, vraiment des coups de fusil. Le bon soupçon. Bref, cet événement ça marque vraiment une rupture parce qu'après ça, Tupac sera plus jamais le même. Il va rentrer dans une phase paranoïaque et évidemment il en veut à la terre entière et surtout à Biggie. En fait, il est tout simplement persuadé que les gens à l'origine de cette attaque, c'est Biggie et son équipe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. Du coup, Tupac, il se persuade tout seul qu'il est sûr de ce qu'il a vu, qu'il sait ce qui se passe et que c'est eux et que ça peut pas être autre chose. Du côté de la police, les possibles suspects dans cette affaire sont nombreux. Haitian Jack, un dangereux gangster devenu un ennemi de Tupac, Jimmy Henchman, qui est aussi un gangster qui a tenté de se reconvertir en producteur musique, King Tut, un voleur surexpérimenté de Brooklyn, mais jamais la police n'a indiqué que Biggie ou n'importe quel membre de Bad Boy Records avait quelque chose à voir dans cette histoire. Et pourtant de son côté, Tupac est persuadé que c'est eux qui ont tenté de le tuer. Et en plus de le penser, fidèle à sa grande gueule légendaire, vous vous en doutez bien, il le crie sur tous les toits. Mais de l'autre côté, on a la version de P. Diddy, qui lui était là. Et la version de P. Diddy, c'est que eux, ils l'ont sorti de l'ascenseur, il était fou comme ça, il était dans les vapes parce qu'il venait évidemment de se prendre 4-5 balles, et qu'il voulait juste fumer un joint et appeler sa meuf ou sa mère, un truc comme ça. As soon as he comes out shot, me and my man, we try to sit him down. He called his mom, he asked my man if he could roll him a blunt. Donc pour eux, c'est pas la version des grands méchants qui le regardent comme ça sans bouger pendant qu'il est en train de mourir. Donc est-ce que P. Diddy et son artiste ont quelque chose à voir là-dedans? On sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la moindre preuve d'une quelconque implication de leur part. Et le truc qui est chiant, c'est que même quand on écoute Tupac, il y a quand même pas de preuves. C'est pas concret, il n'y a pas de motif. En fait, on manque juste de matière. Le père de Tupac a même donné une interview dans laquelle il raconte quand Biggie est venu voir son fils à l'hôpital et il explique qu'il n'y avait aucune agressivité du côté de Biggie, au contraire. Biggie came in by himself. By himself. I've been around, okay? I've done these things. I've been around a lot of drama. And I know nobody who does a hit goes to the hospital by the goddamn self to visit the person they just shot. Et à partir de là, la paranoïa de Tupac, on sait toujours pas, hein, ça va faire que monter crescendo. Surtout que pas de chance pour Tupac parce qu'il va avoir le temps de cogiter sur ça, parce qu'il va se faire incarcérer. Alors pour comprendre pourquoi Tupac se fait incarcérer juste après cet événement, faut faire un petit saut dans le temps. Le 19 novembre 1993, un an avant l'incident du Quad Studio, Ayanna Jackson, une jeune femme de 19 ans, affirme que Tupac et 2 de ses compères l'auraient violée dans leur chambre d'hôtel du Parker Meridian Hotel à New York. Le rappeur va clamer son innocence et comme trop rarement dans les histoires d'agression sexuelle, il est déclaré coupable. Il va donc purger une peine allant d'1 an et demi à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle et cette peine prend effet à partir du 14 février 1995. Donc Tupac en prison, il va avoir le temps de cogiter, de se dire « Putain, pourquoi ils ont voulu me tuer? C'est Biggie ». Pour se rendre compte de la temporalité, le 14 février, il rentre en prison. Le 20 février, le clash entre Biggie et Tupac va prendre une autre tournure. Biggie sort un morceau qui s'appelle « Who Shot Ya ?».
Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. Bon, maintenant vous commencez à connaître le caractère de Tupac, et évidemment, il va prendre le son pour lui. Avec ce qui s'est passé, on peut pas lui en vouloir de ça. Il pense que Biggie le clash alors qu'il est derrière les barreaux. Et il se dit, ça c'est lâche. C'est très très lâche. Et donc ça va vite lui monter au crâne, surtout qu'il n'a que ça à penser dans sa cellule. Mais je vous rassure, à ce moment-là, il n'est pas le seul à croire que Biggie le clash. Il y a une grande partie du public qui se questionne parce que les gens sont au courant qu'il s'est passé ça, et ils se disent pourquoi il sortirait un morceau pareil? C'est bizarre. Et donc l'affaire commence à devenir publique, les gens commencent à donner leur avis, etc. etc. Pendant ce temps, Tupac Shakur est emprisonné et il n'a pas d'autre option que de se remémorer en boucle ce qui s'est passé ce jour-là. L'île 6 qu'il appelle du 8e étage, les mecs étranges dans le hall, l'ascenseur, et il se persuade d'une chose, Biggie et tout le clan Bad Boy Records sont derrière l'attaque qu'il a subie. De leur côté, Puffy et Biggie y continuent de nier en bloc, et ils affirment également que le morceau Who Shot Ya n'a rien à voir avec lui. Biggie indique même qu'il a écrit et enregistré ce son bien avant que Tupac se fasse tirer dessus. Évidemment que le timing est bizarre, de sortir ce truc-là dans ce contexte-là, faut pas s'étonner. Avec le bon soupçon, on peut comprendre les deux parties. Ça fait poser beaucoup de questions, on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, on n'en sait rien. Et bon, comme trop souvent, pour les condamnations pour agression sexuelle, Tupac va faire très peu de prison. Il est libéré le 12 octobre 95, soit 8 mois après le début de son incarcération. Mais pendant qu'il est derrière les barreaux, une guerre nationale éclate dans le monde du hip-hop. Et lui, il va pas tarder à la rejoindre. En 1995, personne n'est plus en vogue à New York que Bad Boy Records qui enchaîne les succès. Biggie a lancé un raz-de-marée l'année précédente avec Ready to Die, puis les hits et les disques de platine s'accumulent grâce à la réussite notamment d'autres artistes du label. De l'autre côté des États-Unis, à Los Angeles, c'est un autre label qui arrache tout sur son passage, Death Row Records. Dirigé par Suge Knight, gangster notoire, on y retrouve notamment Snoop et Dr. Dre qui sont, à ce moment-là, peut-être les plus grandes stars du rap de leur époque. Et ces deux mondes, aussi proches qu'opposés, vont finir par se croiser à une cérémonie, les Source Awards. Les Source Awards se déroulent le 3 août 1995 à New York. Et The Source, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le magazine numéro 1 hip-hop de l'époque. Et tous les acteurs du rap sont présents à cette cérémonie. C'était l'événement important parce qu'on le rappelle, le rap n'a pas toujours été représenté dans des cérémonies. Alors à cette cérémonie, pratiquement toutes les récompenses vont soit à des artistes de chez Death Row Records, soit à des artistes de chez Bad Boy Records. Et les tensions qu'on connaît entre Biggie et Tupac sont également présentes dans la salle. Suge Knight est appelé à monter sur scène pour recevoir le Source Award de la meilleure bande originale de film. Pendant son discours, il va se mettre à se moquer de Puff Daddy, tout en affichant clairement son soutien à Tupac, toujours incarcéré à ce moment-là. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing, come to Death Row. L'atmosphère dans la salle est plus que tendue et tous les artistes californiens s'amusent à provoquer le public new-yorkais parce que ça reste chez eux. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and out. Et comme à son habitude, P. Diddy va essayer de calmer le jeu au moment où c'est à lui de monter sur scène pour recevoir un prix, mais vouloir calmer le jeu, ça va ne servir à rien. Il passe juste pour quelqu'un qui se sent coupable ou qui s'en veut. Biggie, quant à lui, repartira grand gagnant de la soirée avec 4 trophées sous le bras, mais vous l'avez vu, ce n'est pas ce que l'histoire a retenu. Mais alors pourquoi on parle de cet événement alors que Tupac est encore incarcéré? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Eh bien parce que quelques semaines après cette cérémonie des Source Awards, Death Row Records va signer Tupac. Et en signant Tupac, ils vont payer sa caution de 1,4 million de dollars afin qu'il sorte de prison le 12 octobre 1995. Et pour le public, ça y est, la guerre East Coast-West Coast est bel et bien déclenchée. Et c'est ainsi que le clash qui a commencé entre Tupac et Biggie s'est transformé en clash national entre deux labels, deux écoles de rap, mais aussi deux pans des States remplis de gangsters. À l'époque, on retient l'insolence de Snoop Dogg et Dogg Pound de faire un son qui s'appelle New York, New York, où ils marchent sur la ville, détruisent des immeubles. On raconte même qu'ils se sont fait tirer dessus lors du tournage du clip en mode « Vous êtes pas chez vous, cassez-vous ». Il y a eu une réponse avec les mecs de Mobb Deep qui s'appelait LA, LA, ce à quoi la côte ouest, et notamment Tupac, a encore répondu avec New York 87, et ainsi de suite. Tout le monde tacle tout le monde. Enfin bon, revenons-en au sujet. Après avoir été incarcéré pendant 8 mois, Tupac n'a qu'une envie, en découdre. Et à partir de sa sortie de prison, c'est l'escalade. Sa haine envers Bad Boy est encore plus présente, et ses nouveaux associés de chez Death Row le poussent à aller dans cette direction. Le lendemain de sa sortie de prison, il se retrouve en studio à Los Angeles avec Faith Evans, qui est une artiste signée chez Bad Boy, mais aussi la femme de Notorious Big. Tu le sens venir.
tu sais ce qui va se passer. Tupac va en profiter pour faire une petite interview aux côtés de Suge Knight, dans laquelle il insinue qu'en plus d'avoir enregistré un morceau ensemble, les deux artistes se sont rapprochés intimement. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus humiliant pour un rappeur, que son pire ennemi se tape sa femme. 2 semaines après, Tupac enregistre un morceau qui s'appelle Hit 'Em Up, mais ça pour l'instant on le stocke quelque part, il est enregistré, il est au chaud, on y reviendra plus tard. Le temps passe, 12 février 1996. Tupac sort le premier double album de l'histoire du rap, All Eyes on Me, un classique instantané. On y retrouve le track Holla at Me, dans lequel Tupac attaque encore une fois Biggie, mais sans le citer. Du moins, c'est comme ça que le public l'a interprété. Alors on pourrait se dire que la hache de guerre est enterrée, que de l'eau a coulé sous les ponts, mais les tensions vont encore s'accroître entre les deux artistes et les deux côtes des États-Unis, à une nouvelle cérémonie, décidément, les Soul Train Awards. Death Row Records est un label historiquement affilié au gang des Bloods. Bad Boy, de leur côté, ont un service de sécurité assuré par les Crips. Et évidemment, une bagarre générale va éclater lors de cette cérémonie, alors que Biggie et Tupac sont présents dans la salle. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils vont se revoir depuis l'événement du studio. Lil Cease, à ce propos, raconte ce qui s'est passé juste après la cérémonie. Biggie venait de recevoir son prix et nous étions dehors à l'arrière de la salle, en train d'attendre que notre voiture arrive. Tupac et Suge Knight se sont arrêtés avec leur Hummer en nous insultant d'un tas de conneries. Mais rien n'est arrivé. La sécurité s'est interposée, on les a juste insultés en retour. Du coup, ils ont pas trop fait copain-copain. Le clash continue de faire son petit bonhomme de chemin, ça continue de pas trop se saquer, voilà. Et puis ça se saque pas jusqu'au 4 juin 1996. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il a enregistré un morceau qui s'appelait Hit 'Em Up? Et ben à ce moment-là, il va le sortir. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your Jews steady. Dans ce son, Tupac insulte directement Biggie, Puff Daddy et tout le clan Bad Boy. Même Mobb Deep, qui n'ont rien demandé à personne, s'en prennent plein la gueule. Well, this how we gonna do this. Fuck Mobb Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Tupac prend bien le temps de nommer Biggie, Puff Daddy, Lil Cease, Lil Kim, tout en rappelant une nouvelle fois à Biggie qu'il a baisé sa femme. Et cette fois-ci, c'en est trop pour Biggie, qui va lui répondre avec un clash sanglant. Et non, il va pas répondre. Lil Cease a même expliqué dans une interview récente qu'il voulait répondre à Tupac après la sortie de Hit 'Em Up, juste pour défendre Biggie. Mais que Biggie l'en a empêché. Parce que Biggie, il voulait pas ça lui. Pour lui, ça ne faisait que rajouter de l'huile sur le feu. Sa seule réponse, entre guillemets, ce sera sur un morceau de Jay-Z en featuring, dans lequel il va rapper. Mais il parle lui-même de cette punchline plus comme une blague que comme une attaque. Did that. So just one of those things that at that moment that's how you felt and just put it down like that. It was kind of funny to me. Everybody laughed when I did it, but you know, I don't care. I'm my own person, you know. 3 mois après la sortie de Hit 'Em Up, P. Diddy et Biggie vont donner une interview à Vibe Magazine. Et dans l'interview, Puffy déclare « Nous savons que c'est un gentil garçon de New York. À côté de toute cette merde et de tout ça, Tupac est un gars sympa, au grand cœur. » Et de son côté, Biggie explique « Malgré tout ça, ça reste mon gars sûr. » Ouais, la traduction n'est pas exacte, mais t'as capté, on peut pas tout dire. Donc encore une fois, on se retrouve avec un Tupac enragé qui tire sur tout ce qui bouge, et de l'autre côté, un jeu très passif, où eux prônent la paix et disent « Nous on n'a rien à voir avec ça, on veut pas envenimer le truc. Tupac en plus, on l'adore, c'est un super mec. » Et le truc qui rend complexe le tout, c'est que les deux ont une stratégie tellement opposée que ça fait une force d'équilibre. Donc tu sais pas qui croire. Parce qu'on a toujours parlé du clash entre machins, mais en fait le clash, c'est un clash de Tupac envers Biggie, parce qu'il n'y a pas tant eu de clash de Biggie envers Tupac. Il n'y en a même pas eu en fait. Et malheureusement, après l'apparition de cet entretien dans le Vibe Magazine, c'est le monde du rap qui s'est effondré. Le 7 septembre 1996, Tupac assiste à un match de boxe opposant Bruce Seldon à Mike Tyson à Las Vegas. Il quitte la salle aux côtés de Suge Knight pour se rendre au club 662. Alors qu'ils sont arrêtés à un feu rouge à l'angle d'East Flamingo Road et de Koval Lane, une Cadillac blanche s'arrête et un homme armé tire sur la BMW, touchant Tupac 2 fois à la poitrine, 1 fois au bras et 1 fois à la cuisse. Très rapidement, la police arrive. L'officier Chris Carroll sort Tupac de la voiture. Alors qu'il est encore en vie, il lui demande « Who shot you ?» comme le célèbre titre de son ennemi juré. Ce à quoi le rappeur lui répond « Fuck you ». Et ce seront les derniers mots de Tupac. Il est placé en coma artificiel et déclaré mort 6 jours plus tard à l'hôpital. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Le 9 septembre 1997, alors que Biggie est en train de faire la promotion de son prochain album Life After Death, il est lui aussi abattu au cours d'un drive-by lorsqu'il était à Los Angeles.
4 balles tirées depuis l'habitacle d'une Chevrolet noire. Au vu de la proximité temporelle entre ces deux tragédies, beaucoup de fans ont pensé que ces assassinats étaient liés entre eux, et on a tous le droit de le penser. Rappelons simplement aux gens que les gangs, ça existe, ça fait réellement partie de tout ça, ça entoure encore aujourd'hui et assure la sécurité de beaucoup de rappeurs. Mais selon la police, il n'y a aucune preuve d'une quelconque connexion. On se rapproche beaucoup plus d'un cold case. Ces deux affaires de meurtre restent à ce jour non résolues. Malgré une arrestation récente d'ailleurs, dans le cas du meurtre de Tupac, où un ancien gangster du nom de Keffe D a avoué être complice du meurtre. Mais encore une fois, aucun lien direct avec Biggie dans tout ça. Alors si, on a encore récemment 50 Cent sur scène qui a juste déclaré comme ça que c'était P. Diddy qui avait tué Tupac. C'est 50 Cent en même temps. I've been talking to a therapist trying to help me with the shit I be saying. I say crazy shit with my mouth for no reason. Oh wait, maybe I said that shit to my brother because he got Tupac killed. Les deux rappeurs ont sorti chacun un album posthume quelques semaines après leur mort. Des albums qu'ils ont terminés de leur vivant. Dans celui de Tupac, The Donkey Illuminati, on retrouve le morceau Bomb First, dans lequel il dit Autant vous dire que même juste avant sa mort, Tupac n'était pas prêt d'en avoir fini. Et au contraire, je pense qu'il y aurait eu encore plus de sang dans cette histoire. Et de son côté, vous l'avez compris maintenant, Biggie ne mentionne pas une fois Tupac dans son album Life After Death. Il n'est pas décidé à le clasher. Décidément, c'était vraiment à sens unique. D'ailleurs, tout au long du bif, Biggie et son crew ont toujours nié avoir attaqué Tupac. Que ce soit après l'incident du Quad Studio, après la sortie du morceau Who Shot Ya, ou même au pic des tensions côte Est, côte Ouest, quelques semaines avant la mort de Pac. C'est presque à se demander avec du recul si Tupac était vraiment en guerre contre Biggie, ou contre Bad Boy, ou juste contre la East Coast, ou juste contre lui-même. On saura vraiment jamais, et le truc qui est terrible, c'est qu'on peut comprendre les deux côtés. Si on oublie l'aspect que c'est des humains, on a envie qu'il y ait un petit peu plus de clash, de trucs, de complots. C'est un truc un peu humain, malsain. Mais ça se trouve pas du tout. Après, s'il faut essayer d'être objectif, côté Bad Boy Records, ça pue du cul, quand même. Mais imagine, c'est vraiment pas eux. Ça les a dépassés, c'était en mode, bah, nous on savait pas trop. Finalement, presque 30 ans plus tard, tout le monde se souvient de ce clash légendaire. When he died, I was just like, whoa. You know what I'm saying? It kind of took me by. I mean, even though we was going through our drama, I would never wish death on nobody, you know what I'm saying? Because there ain't no coming back from that. So it kind of turned me down a little bit. Depuis, il y a eu des théories du complot dans tous les sens, de qu'est-ce qui a bien pu se passer, que ce soit les Crips, Bad Boys, P. Diddy, on sait pas. Tout le monde a été plus ou moins suspect, et une grande partie des gens a été entendus par le FBI. Mais c'est chiant parce que ça manque de preuves. Pourtant, on le sent et on le sait. Le mec qui s'était embrouillé avec Tupac quelques minutes avant sa mort a été assassiné en 98. L'ami d'enfance qui était présent avec Tupac, qui disait pouvoir identifier les assaillants, il a été assassiné 2 mois après Tupac. Autant vous dire que c'est pas simple. Il y a eu une espèce de nettoyage de preuves qui fait qu'on n'en a plus de preuves. Tout passera pas pour des coïncidences. Tu nettoies pas des preuves quand t'as rien à te reprocher. C'est compliqué. C'est ce qu'on appelle des affaires classées sans suite, c'est horrible. Moi ça me frustre, hein. Alors là, concernant le meurtre de Biggie, pareil, il y a eu des soupçons du côté de Suge Knight évidemment. Oublions pas que ce mec a pris 28 ans de prison là, il est encore en prison, parce qu'il a tué puis il a roulé sur un ancien collègue à lui avec son 4x4 à plusieurs reprises. Un petit désaccord quoi, t'es pas d'accord avec lui, il est capable de ça. Désolé mais le personnage, moi je le trouve déjà dangereux, et en plus complètement fou. Même en 2014, il disait que Tupac était en vie. Hein. Why you think nobody been arrested if they said they didn't want to kill Tupac? Because Tupac not dead. Tupac not dead. If he was dead, they'd be arresting those dudes for murder. You know he's somewhere smoking a Cuban cigar. Du coup voilà, pour résumer ce gros merdier qu'est l'affaire Tupac Biggie, ce clash mythique, en tout cas de ce qu'il en est pour aujourd'hui, c'est en même temps très frustrant et en même temps... ça a nourri l'imaginaire, et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être aussi partie de la légende, qu'on n'ait pas les réponses. Alors je sais que tout le monde connaissait globalement cette histoire, mais pouvoir la revivre chronologiquement, se concentrer dessus un petit temps, ça ouvre au débat aussi, et je trouve que c'est un truc intéressant. J'espère que ça vous a plu, et puis pour ceux qui s'étaient jamais trop penchés sur la question, ça se trouve vous découvrez ce qu'il en est réellement. En tout cas, moi ça m'a régalé de le faire, et j'espère que vous avez pu en profiter. Maintenant, c'est et trop passionnant, et trop frustrant. Je vous invite à regarder, il y a plein de docus, je vais vous en mettre. Sur l'affaire Tupac Biggie, il y a 1001 contenus. En tout cas, on n'a pas le fin mot de l'histoire, et faut se faire à l'idée qu'on l'aura peut-être jamais. J'espère qu'ils ont pu faire la paix là-haut. Et moi, je vous dis à demain.